Merci beaucoup pour cette invitation. Donc aujourd'hui, je suis accompagné, je vais mettre le PowerPoint et je vais partager mon écran. Je suis accompagné du docteur Blaise Debien, qui est le responsable du CESU et de la plateforme de simulation de la fac. Et voilà, je vais le mettre là. Et je suis également accompagné du docteur David Costa, qui est médecin généraliste et qui est maître de conférence des universités en médecine générale. Alors, j'espère que c'est le bon. Voilà, j'ai l'interface, parfait. Alors, en introduction de cette présentation qu'on va essayer de faire courte, je voudrais déjà vous en donner la structure. La première chose, je vais présenter un petit peu notre parcours à Montpellier, qui existe depuis juin 2018. Dans un deuxième temps, on va rentrer un peu plus dans le détail de cette station qu'on avait intitulée Communication Annonce. Et dans un troisième temps, je vais diffuser un film après que le docteur Costa vous ait briefé sur les conditions d'évaluation et les paramètres d'évaluation. Vous avez dû recevoir le document qui avait été fourni aux évaluateurs de cette station. Et donc, je vous proposerai de le faire en direct. Et ensuite, on pourra avoir une dizaine de minutes pour discuter de tout ça. En tout cas, c'est le temps que j'espère qu'on aura. Voilà. Alors, le C-Cube en Occitanie, c'est Odile Benrosi qui va parler un peu plus tard, je pense, qui a initié le mouvement à Toulouse. Et en 2017, on avait décidé d'aller visiter le site toulousain pour mettre en place un certificat de compétences cliniques relativement homogène à l'échelle de la région Occitanie, donc pour la faculté Montpellier-Nîmes et puis aussi pour la faculté Toulouse-Purpan. Donc on s'est beaucoup inspiré du parcours toulousain, tout en apportant une touche personnelle qui était une très forte implication de la plateforme de simulation avec de la simulation haute fidélité, des cas assez complexes et des modalités originales d'évaluation qu'on va devoir mettre en stand-by puisque ce n'est pas le contenu de la R2C, mais c'est quelque chose qui nous aura permis de mettre la main à la pâte et de commencer à fédérer les forces pédagogiques de la fac. Notre originalité, en outre, c'est d'avoir mis en place un examen blanc et un examen certifiant chaque année pour préparer les étudiants à l'examen certifiant, bien sûr. Et depuis 2018, on a réalisé plus de 1000 passages d'étudiants sur le parcours C-Cube. Alors l'équipe, c'est bien sûr un travail d'équipe. Vous avez ici la liste des principales personnes qui ont pu être impliquées dans l'organisation, mais la liste est très très longue si on rajoute tous les évaluateurs, que je remercie tous au passage. Donc aujourd'hui, je vous parle de l'annonce diagnostique. Le parcours, le voilà, il est réparti sur 3 étages. Les étudiants arrivent dans le sas d'accueil au compte-gouttes et ils vont passer dans les différentes salles et les différentes stations. Le 3e étage est surtout une station qui visait à évaluer le raisonnement clinique et les connaissances. Là, on était au 4e étage sur 2 stations sur de la simulation haute fidélité et sur de la reformulation et de la communication interprofessionnelle. Et ensuite, on avait la relation médecin-malade et les gestes techniques au 5e étage. Et en fait, la relation médecin-malade, c'est la station communication annonce que les étudiants préparaient non pas avec le scénario sur la porte, mais préparaient avec 7 minutes, comme pour les autres stations d'ailleurs. Donc on les faisait rentrer le matin sur ce parcours-là. Et ils commençaient par préparer la station qu'ils allaient réaliser 45-50 minutes plus tard. Ça, ce sont les contraintes architecturales de la faculté qui nous avaient un petit peu imposé ça, puis c'était aussi des contraintes. On a trouvé ça assez pratique de fonctionner comme ça.
Alors, je vous donne d'emblée les notes. Ça peut paraître paradoxal, mais la station 6, la station communication annonce, la voilà. Donc, vous voyez la première ligne verte, c'était la barre avec les points de jury qui sont aussi représentés en bleu. Et vous voyez que finalement, on a peu d'étudiants sur cet examen blanc qui n'avaient pas réussi à franchir la barre. Et ensuite, on avait une graduation sur l'ensemble du parcours des notes, hein. Et ce qui est intéressant, et c'est représenté à droite, c'est qu'en termes de moyenne et de déviation standard, finalement, on avait, selon les demi-journées, donc là c'était une première demi-journée, une deuxième demi-journée, une troisième, une quatrième, on avait finalement une moyenne, un écart type qui était relativement homogène et relativement reproductible. Alors le principe, c'est d'avoir donc une simulation du cabinet avec une table, du matériel sur la table, des documents que le patient apporte et d'avoir le patient standardisé qui était joué en fait ici par un enseignant de médecine générale, la station 6 ayant été confiée au département de médecine générale. Vous voyez sur la gauche le professeur Michel Amouyal. Donc le patient standardisé était joué par un enseignant, l'étudiant, c'était l'étudiant, et on avait un évaluateur qui était lui aussi un enseignant de médecine générale. Donc vous voyez, on n'est pas stricto sensu dans les guidelines du patient standardisé. Mais je pense qu'on s'en approchait relativement, parce que le DMG a une grosse expérience de ces différents outils pédagogiques. Et en termes d'évaluation, il faut rappeler que la présence d'un tiers dans le colloque singulier entre le médecin et le patient, bah, c'est toujours quelque chose de compliqué à gérer. Et donc, on s'était rapidement tourné vers des enregistrements vidéo pour avoir aussi une trace et un document pédagogique également, une trace de l'évaluation et de la performance de l'étudiant, pour reprendre le terme de M. Pellaccia. Et c'est ce qu'on va vous montrer maintenant. Ce sont les enregistrements vidéo. Alors, au préalable, vous avez, je l'espère, eu le temps de consulter les documents avec la grille de correction qui était située sur la page 8. On va on va pas rentrer dans le détail, mais on va survoler rapidement ce document. Le principe, c'est que l'étudiant doit annoncer une mauvaise nouvelle avec le tact et l'empathie nécessaires pour poursuivre une relation thérapeutique efficace. L'étudiant doit s'efforcer d'obtenir des informations le concernant concernant le patient, bien sûr, afin d'adapter l'information qu'il donne aux besoins du patient au moment où il le rencontre. Il doit éviter de détruire les constructions intellectuelles et psychiques qu'il a élaborées pour se protéger. Ce sont les recommandations HAS de 2008. Et on est bien sûr en phase avec l'item 1, voilà, du programme de l'ECN. Les conditions pratiques, donc là sur une deuxième partie du document, vous aviez tout détaillé sur le lieu d'exercice, sur les objectifs mesurés, sur également des caractéristiques du patient, sur le matériel mis à disposition de l'étudiant, du patient et puis également de l'observateur. Alors je laisse David Costa intervenir s'il souhaite rajouter des choses. Je vais rapidement lui donner la parole également. Ça, c'était les consignes à donner aux patients. Les consignes à l'instructeur du patient, puisqu'il y avait un briefing du patient chaque matin avant la réalisation de la station. Ensuite, ça, ce sont les consignes aux candidats. Donc, vous êtes le médecin traitant de Camille Lefebvre, qui est donc soit un homme, soit une femme de 52 ans, qui a eu une coloscopie récemment suite à un test de dépistage positif. Vous avez reçu les résultats de l'analyse anatomopathologique. Votre secrétaire l'a rappelé pour prendre rendez-vous avec vous. Et donc, ce ou cette patiente arrive et vous savez que c'est un adénocarcinome différencié de bas grade. Il va falloir lui expliquer tout cela. Donc, la grille d'évaluation, je vais peut-être laisser maintenant la parole à David Costa. David, tu me dis juste diapositive suivante quand tu veux que je Oui. change. Merci Philippe.
Merci Philippe. Bon, voilà, effectivement, on avait beaucoup travaillé tous les différents documents pour qu'on puisse avoir quelque chose le plus objectif possible et le plus standardisé possible. Alors, on a parfois utilisé des enseignants comme patients et puis on avait aussi recruté des secrétaires quand c'était possible et qu'on a standardisé, formé, standardisé et fait répéter avant qu'elle joue la patiente avec un scénario qui était assez complet, que vous pourrez relire et retrouver, et qu'on met bien sûr à disposition. On s'est, pour cette station, on s'est vraiment basé sur notre formation et on s'est formé, le département de médecine générale, on s'est formé en 2006 à la faculté de Rouen. Donc, on n'a pas inventé les choses, on est allé se former avec le professeur Becquerel et on avait organisé des écosses pour les internes à l'époque avec Rouen et Montpellier en même temps. Donc là, vous voyez la grille d'évaluation qui voudrait évaluer les compétences en communication et en relation médecin-malade, et que ça, parce qu'évidemment, il n'y a que 7 minutes, on n'ira pas voir les autres choses comme l'entretien clinique, l'examen, les examens paracliniques, les gestes techniques, etc. Donc là, c'est sur 20, parfois on met sur 100 quand on multipliant par 5 les items. Et donc là, vous allez voir un film vidéo, vous pourrez, si vous voulez, vous entraîner à côté avec les réponses de l'externe qui va passer. Donc vous voyez plusieurs points. Et on a en plus, alors si tu veux, Philippe, tu peux mettre la diapo d'après, puis je vais détailler. Ouais, peut-être qu'on ne voit pas bien sur l'écran, mais en tout cas, quand les évaluateurs se forment, ils sont réunis et nous, on les forme pour pouvoir vraiment être le plus standardisé possible et on a des consignes complémentaires. Par exemple, alors le premier explore les attentes du patient. Il faut vraiment demander est-ce que le patient attend de la consultation. Le point numéro 2 explore les informations déjà reçues. Ben, on voudrait savoir ce que le patient sait déjà avec des questions comme qu'est-ce que vous pensez de ce résultat? Est-ce que vous pensez déjà à quelque chose? Le point 3 informe du diagnostic. On veut vraiment que ce soit clair et que le mot cancer soit prononcé. S'il y a quelque chose comme ah ben, vous avez une lésion maligne, etc., ce n'est pas validant. Donc, on a des consignes vraiment précises pour les évaluateurs. On veut s'assurer que le patient a été compris, donc on veut faire reformuler ou avoir la preuve qu'il a bien compris. On donne l'assurance de possibilité de traitement. Alors là, enfin, si vous voyez, là, on n'a pas de consigne supplémentaire. Ça parle de soi-même et on n'a pas eu besoin de compléter. Je reçois des messages. Je ne sais pas si tout le monde voit. Alors, je ne sais pas quand est-ce qu'ils ont été envoyés, les messages, mais il y avait des problèmes de technique. Est-ce que tout le monde voit les diapositives? Oui, oui. Oui, c'est bon. Un peu petit, peut-être. Ou alors, en fait, c'est en mode présentateur, c'est ça qui est un peu désagréable. Si on pouvait. Si tu passes en plein écran. Ouais. Déjà en plein écran, c'est bien ça le problème. D'accord, oui, je comprends. Alors, comment je vais faire? Je ne sais pas comment je vais faire. Bon, je vais parler pendant que tu essaies de chercher. Voilà, en tout cas, on a des consignes à l'évaluateur complémentaires par rapport à la grille pour essayer de standardiser le plus possible et d'être le plus précis dans l'évaluation. On avait appris, nous, à Rouen, que sur un écos de gynéco, il valait mieux mettre un observateur ORL, que sur un écos de gastro, il valait mieux mettre le gynéco, etc. Parce que souvent, le spécialiste de sa discipline était plus sévère dans sa discipline qu'un généraliste et lui-même plus sévère qu'un spécialiste hors discipline. En plus, c'était pas mal pour un gynéco de voir finalement tout ce que les étudiants sont capables de faire ou ainsi de suite quand c'est pas dans sa discipline. Voilà. Donc peut-être que si tu veux passer le film, ça va être plus simple si vous avez tous la grille et de voir ce que vous arrivez à faire, puis si vous avez des questions après. Alors, la qualité du son peut laisser à désirer du côté du patient. C'est une prise de son qui n'était pas sur un micro filaire de table. Voilà, alors je partage avec le son. Hop. Bonjour Madame Lefebvre, allez-y, installez-vous. Bon, comment vous sentez-vous? Eh bien, un peu stressé, juste à faire, hein,
Ouais, c'est la première fois que je vais à l'hôpital, et puis là, il m'a dit qu'il a enlevé quelque chose, puis après... Comment s'est passé l'examen? Pas mal, hein. Il était gentil, c'est toujours un peu désagréable d'aller dans un hôpital, hein, mais... Bon, très bien. Bon, j'imagine que vous avez reçu vos comptes rendus aussi? Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous avez compris? J'ai vu qu'ils avaient enlevé quelque chose. Ouais. Puis après, ils me disent ce qu'il y a dedans, mais alors... voilà, ça ne vous a pas du tout parlé? Vous êtes allé voir sur Internet non. Non, je ne parle pas, non. Donc en effet, pendant l'examen de la coloscopie, on vous a en effet retiré un petit morceau. Et sur, donc ça s'appelle une biopsie, et sur cette biopsie, en effet, on a retrouvé des cellules en prolifération, donc en effet des cellules cancéreuses. D'accord. Donc, ouais, ça c'était pas du tout ça. C'était pas dans ces termes-là. En effet. Et en effet, donc là, c'est dans un stade très primitif, parce que c'est devenu en dépistage. D'accord. Donc là, en fait, c'est un cancer de bas grade. Donc là encore, il est très localisé, il est petit. Mais c'est comme un cancer, alors c'est pas juste des cellules. Alors un cancer, c'est vrai que c'est le mot cancer veut dire tout et rien dire. Il y a plein de cancers différents, il y a plein de façons différentes de se former. Là, c'est un cancer du côlon. C'est pour le moment, on est encore un bas grade, mais il s'agit bien d'un cancer. D'accord. Donc, dans ce cas, étant donné qu'on est encore à un stade précoce, on peut vous proposer des solutions. C'est des cancers qui se traitent, qui sont curatifs, enfin, des traitements qui sont curables dans votre situation. Donc là, j'ai appelé votre gastro-entérologue, et donc dans pas longtemps, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais dans pas longtemps, votre cas va passer en réunion de concertation multidisciplinaire. Ce qui veut dire, c'est qu'il va y avoir plein de médecins, de spécialités différentes, qui vont parler de votre cas très particulièrement, et qui vont essayer de vous trouver un traitement le plus adapté dans votre situation. Je ne sais pas du tout si vous l'avez eu au téléphone ou si vous avez eu des nouvelles. Non. Bon, ben moi je vais vous au téléphone. Donc la semaine prochaine, mercredi, aura lieu donc cette réunion de concertation. Donc on aura tous ces médecins spécialistes qui vont se retrouver pour discuter très particulièrement de ce cas. Bon, ça fait beaucoup d'informations, j'imagine, à ingurgiter là. Les traitements, c'est quoi? C'est de la chirurgie. J'avais ma belle-mère qui avait une poche après un cancer pendant très longtemps. Alors, ça n'est pas de mon ressort. Justement, c'est des choses dont ils vont discuter pendant la réunion. Donc ça, ce n'est pas moi qui vais pouvoir vous dire si oui ou non on va vous mettre une poche. Là, encore une fois, vous êtes dans un cancer de bas grade. Vous êtes dans quelque chose de localisé, qui peut s'enlever. Donc j'imagine, et donc là je m'avance, mais j'imagine qu'en effet vous allez avoir une chirurgie, potentiellement une chimiothérapie, mais ce n'est pas de mon ressort. Ce n'est pas moi qui vais prendre ces décisions-là. Donc ça, pendant la semaine prochaine, tous les spécialistes, donc le cancérologue, le gastro-entérologue, vont se retrouver, vont discuter pour justement savoir, par rapport à vous, votre âge, quel sera le traitement le plus adapté par rapport à vous, par rapport à votre quotidien. Et donc tous ces spécialistes vont se réunir justement pour parler très exactement de comment vous guérir. Pourquoi il faut une chimiothérapie là parce que moi je vais très bien là. Les chimiothérapies, tout le monde dit que ça rend malade, qu'on ne peut plus aller travailler, que... Encore une fois, ça dépend des chimiothérapies, il y a plein de chimiothérapies différentes. Et encore une fois, comme je vous dis, je ne sais même pas si vous allez en avoir une, je ne sais pas. C'est compliqué là, sur l'information que je vous donne. Est-ce que vous avez un psychologue, quelque chose comme ça? Est-ce que vous pensez que vous aurez peut-être besoin d'aide? Là, j'ai... non, là, je travaille beaucoup, il y a des enfants à la maison. Si vous avez des personnes, là, justement, à la famille, à qui vous pouvez parler, qui peuvent se dire que vous êtes devenu seul, votre mari a pu... Mon mari, il travaille beaucoup en déplacement, il n'est pas souvent à la maison, alors non. On se téléphone tous les soirs, mais... Voilà, donc sachez que c'est pas évident, vous êtes à un stade avancé, mais quoi qu'il en soit, là, ce que je vous dis, c'est pas une information facile pour vous.
Donc, n'hésitez vraiment pas à vous faire aider si vous voulez. Par exemple, je peux vous donner des adresses de personnes qui sont très compétentes dans ce domaine-là. N'hésitez pas également à m'appeler si vous avez des questions ou juste besoin de réconfort. Vous n'hésitez surtout pas à m'appeler. On est là pour ça, on est là pour vous soutenir dans cette démarche. Et comment ça va se... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez, vous comment ça va se terminer? Bah alors moi, j'espère en tout cas que ça va bien se terminer. Comme je vous dis, on a un stade très précoce. Là, c'était dans le cadre d'un dépistage, donc là, vous êtes dans un stade précoce, localisé. Et après, bon, c'est comme tout, ce n'est pas le nouveau sort. Donc là, ça va être la semaine prochaine, pendant la réunion, on va vous remettre un programme de soins personnalisé. Donc on va vous expliquer exactement quels vont être tous les traitements. Vous allez voir d'autres médecins, vous allez réavoir des réunions. Donc déjà, je pense que dans tous les cas, déjà, prenez le temps pour digérer l'information que je vous donne. Et puis on reparlera des traitements plus approfondis après la réunion. Et voilà, chaque chose en son temps. Déjà, prenez le temps pour vous. Donc c'est eux qui vont décider les traitements. Exactement. De façon personnalisée autour de votre situation particulière. Et ils sont dans quel endroit, Mais là, c'est exactement l'endroit où vous avez fait votre coloscopie. Moi, c'est d'accord. C'est dans le service de gastro. Voilà, dans le service de gastro à Saint-Élion. Donc là, ça va aussi être le service de gastro. Donc là, ça va être votre gastro-entérologue qui va participer, entre autres, à cette réunion, avec aussi, il y aura un oncologue, il y aura d'autres personnels soignants. Ça va? Je sais pas très bien quoi dire. Bon. Merci, bravo. Voilà, je reprends la parole. Je repars sur les dernières diapositives. Vous m'entendez toujours? Oui, on t'entend bien, Philippe. Ouais, super. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de m'envoyer les notes pour ceux qui avaient pu récupérer le document complet avec la grille de correction et qui se sont prêtés au jeu. L'étudiante a donc été notée sur un parcours dans le cadre d'un examen blanc. En fait, dans les commentaires, c'est le stress qui ressort. Sur cette station-là, il y a des étudiants qui sont extrêmement stressés, il y en a d'autres qui sont vraiment dans la maîtrise. Alors, il faut savoir qu'à Montpellier-Nîmes, on a une formation, les étudiants ont une formation à l'annonce de cancer à travers des ateliers de théâtre qui sont co-dirigés par un metteur en scène et par le professeur Marc Ichou, lui-même oncologue. Donc, ils sont formés, mais ces ateliers sont parfois perçus de manière un petit peu anxiogène. Là, j'ai sélectionné une vidéo qui était celle d'une étudiante qui était plutôt dans la maîtrise. Vous me direz, voilà, je suis en train de recevoir les notes, c'est intéressant. C'est même très intéressant. Donc, une étudiante qui est dans la maîtrise. On a visionné dans la préparation de cette séance avec Blaise Debien certains enregistrements qui montraient des étudiants ou des étudiantes qui étaient en train de craquer complètement, qui s'effondraient psychologiquement pendant la séance. C'est quelque chose de dur, hein, l'annonce du cancer pour eux. Comme pour tout le monde, ça renvoie à plein de choses de leur vie privée, en tout cas pour certains. Et c'est vrai qu'on est dans l'évaluation là d'une performance, et j'aurais presque envie de dire d'une performance théâtrale. Donc les notes sont arrivées, je ne vais pas pouvoir faire la moyenne, mais ça tourne aux alentours de 15-16, il y a un 18. Donc il faut savoir, alors
Je lis les commentaires en direct. C'est trop difficile à ce stade, en tout cas pour un examen en formatif. C'est très intéressant, mais c'est un format trop court. Alors, on est complètement d'accord. On est complètement d'accord avec ça. Tant et si bien qu'on a fait l'année d'après une annonce de diabète, qui était pas forcément une maladie beaucoup moins grave que ce cancer du côlon précisément. Et c'est vrai que là aussi, c'est un exercice difficile et 7 minutes, c'est effectivement difficile. C'est ça qu'on voulait vous montrer. Donc, il y a beaucoup de stress de la part, du côté des étudiants, mais il y a aussi du stress du côté des acteurs et des évaluateurs, puisque jouer le rôle d'un patient cancéreux toute une demi-journée, c'est pas très simple. Blaise Debien, qui a été évaluateur sur la station, avait envie de passer une colo de dépistage à la fin de la journée. C'est ce qu'il m'avait dit en tout cas. Je ne sais pas si Blaise, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ça. Merci Philippe pour ce dépistage proposé. Et non, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en effet, il est vraiment nécessaire de former les évaluateurs pour d'abord avoir une cohérence globale. Il est fondamental, bien sûr, de former les patients standardisés. Je dirais au-delà même, il est fondamental d'avoir aussi, je dirais, des superviseurs qui eux-mêmes vont donner finalement de la cohérence et de la cohérence à cette épreuve. Parce que dans la journée, au cours des différentes journées, il peut y avoir une variabilité. Et ça aussi, c'est extrêmement important à contrôler et à surveiller. On s'en est rendu compte parce qu'on est allé filmer finalement, comme vous l'avez pu voir, ces épreuves. Et il faut savoir que finalement, il y avait deux évaluateurs. Il y avait un évaluateur dans la salle et puis il y avait un évaluateur qui était dans un bureau derrière qui lui aussi taguait et taguait. Alors, on n'a pas été beaucoup plus loin dans l'évaluation après, mais il s'en est sorti, pour ceux qui ont pu évaluer derrière, qu'il y avait peut-être une certaine discordance déjà entre si on est dans la salle ou si on est à l'extérieur de la salle pour évaluer. D'autre part, je suis persuadé, en tout cas, j'en suis intimement persuadé, que la présence de l'évaluateur au sein, finalement, dans la salle, est perturbant, peut-être perturbant pour l'étudiant qui est évalué. On l'avait entendu ? Oui, on t'a bien entendu, Blaise. Alors, moi, je voudrais aussi répondre à cette remarque sur le temps. C'est vrai que c'est que 7 minutes. Et en même temps, on a des étudiants qui s'en sont extrêmement bien sortis et qui ont pu valider tous les items et avoir entre 18 et 20 et faire une annonce extrêmement complète. En visio-pédagogique. Ah, bon, après, si alors. c'est pas urgent. Non, c'est pas urgent. Donc une annonce extrêmement complète et pleine d'empathie. Alors c'est vrai qu'après le débriefing est important avec eux parce qu'on peut après leur donner quelques pistes. C'est vrai aussi qu'on a repéré des étudiants en difficulté et qui pouvaient pleurer entre les stations et qu'on a pu aussi prendre à part avec bienveillance et voir un peu ce qui se passait. Et puis les accompagner dans la suite de leur cursus. Et j'ai en tête quelques étudiants qui avaient eu besoin d'un peu d'aide et qui vont maintenant très très bien. Au contraire, ça leur a servi, qu'on n'aurait peut-être pas pu repérer d'une autre façon en faisant des questions écrites ou des QCM, mais sans voir tout